Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Alors, je vous propose à 1000 km c'est ça, de Paris-Marseille pour vous présenter quelqu'un que j'appellerai un ami parce que ça fait partie des très très belles rencontres de l'année 2017 ou 2018. En fait, c'est tout récent, mais j'ai la chance. Je confirme que c'est un ami et un frère plus qu'un cousin. C'est le beau, le gentil, l'adorable Ada Abdelli. Avec ça, Ada, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je trouve que c'est une très belle présentation et en plus de saine lecture. Vraiment, on ne voit pas bien la couverture. Bon, alors voilà. Ça fait un peu faillant quand même, ça. Hein, écoute, je veux avoir du travail. On t'a jamais dit, moi, Ada. Oui, de manière plus sérieuse. J'ai fait de la télé grâce à Rachid, alors je veux que ça se sache. Et moi, j'ai toujours cru que pour réussir à la télé ou dans la vie, il fallait coucher. Alors, il y a un truc que tu veux on n'est pas à l'escale avec Rachid. Pas encore. On est des cérébraux. On va tu sais qu'on va le garder, hein, je ne vais pas le couper. J'espère bien. Tu dis, je veux réussir dans ce métier. C'est tout le mal que je te souhaite. Merci, Ada. Je disais, il y a un lien vraiment d'amitié fraternelle qui nous lie. Aujourd'hui, tu me fais rire avec ton air sérieux, mais j'ai le bonheur, je dis, dans les belles rencontres que j'ai faites dans ce métier, il y a un grand monsieur qui s'appelle Ada Abdelli, que je connaissais comme ça derrière mon écran de télévision pendant plusieurs saisons, dans une série qu'on appelle Vestiaire. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Qui est Ada Abdelli déjà? Alors, Ada Abdelli, c'est un Orano marseillais, né à Oran et grandi à Marseille, la mer pas loin toujours. Et puis voilà, Vestiaire, c'est une série qui passe sur France 2. Et puis, j'ai écrit un bouquin l'année dernière, en 2017. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Rachid, qui était pour moi un modèle. Enfin, pour beaucoup de jeunes de ma génération, c'est quelqu'un de très important. Et puis, je t'ai rencontré après. Puis, il y a eu beaucoup. 2017 a été une très belle année pour moi parce que j'ai rencontré beaucoup de gens dont j'ai gardé le contact et que j'aime beaucoup et profondément. C'est très étonnant, hein. On nous fait croire et on nous dit que c'est un métier où tout est éphémère et que tout brille. Et en fait, c'est pas vrai. Il y a encore des gens qui sont vrais et qu'on peut aimer et se sentir aimé par eux. Et moi, je suis très content parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé des amis. C'est marrant, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Rachid me disait un jour, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Je crois que c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il peut être fier de toi, le petit Ada là, qui a traversé la Méditerranée il y a quoi? Il n'y a pas tout à fait 40 ans? C'est ça, mais je crois que c'est marrant ce que tu dis, parce que je crois que c'était un philosophe qui disait, si vraiment, si vous voulez savoir ce que vous avez fait de votre vie, demandez-vous ce que l'enfant que vous étiez penserait de ce que vous êtes devenu. Et c'est très juste et très beau ce que tu dis. Effectivement, peut-être que le petit Ada qui a quitté Oran en 1976, tu vois, c'est ça, une quarantaine d'années. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait content de ce que je suis devenu? Je pense que oui, quand même. Déjà, il serait en direct, en Skype avec toi. Je pense que ça vaut toutes les vies, non? C'est vrai. Ada, est-ce que tu pouvais imaginer un jour que tout ce qui t'arrive là aujourd'hui, et je te souhaite plein de belles choses, de belles aventures aussi, que tout ça l'est arrivé? Tu avais tout fait? Je me suis jamais dit que ça n'arriverait pas. Pourquoi? Je me suis jamais dit que ça n'arriverait pas. Je pense que, alors tu vois, parce qu'aujourd'hui c'est 50 ans, c'est plus facile. Mais je pense que quand à 7-8 ans tu quittes tes parents, tu penses que tout est possible en fait. Parce que quand tu es enfant, et je pense que tu es encore mieux placé que moi, on pense que nos parents sont éternels. Ce lien qui nous lie à eux est éternel. Et tu vois, quand à 40 balais ou à 50 balais on les perd, on se dit merde, en fait rien n'est éternel. Et moi, la vie a voulu que je l'ai découvert à 7-8 ans. À 7-8 ans, j'ai découvert qu'on pouvait ne pas vivre avec ses parents. Et je crois qu'à partir de là, je me suis dit que tout était possible. Donc, je ne pensais pas forcément, je rêvais de ce que je vis, et rêver est un mot juste, et je ne me suis jamais dit que ça n'arriverait pas. Tu as tout fait pour… Parce que finalement, le fait que tu sois là aujourd'hui parce qu'elle est avec nous, il y a quand même… Tu connais, je m'intéresse aux questions de santé, aux questions de médecine. On ne voit pas tel que… On le devine pas tel que tu es là. C'est l'avantage de Skype. C'est comme ça qu'on drague sur Internet.
il faut pas se tromper dans le cadrage. Personne ne voit mes jambes. Oui, parce que l'aventure, l'histoire qui t'a fait traverser la Méditerranée, elle n'est pas anodine. C'est une raison médicale. Tout à fait. Tu vois, étonnamment, Samia, on se bat pour guérir et on finit par vivre ce contre quoi on s'est battu. C'est très étonnant. Aujourd'hui, je suis connu parce que je suis handicapé. Enfin, pas que, mais il s'avère que je suis auteur handicapé, que donc ce que j'écris est autour du handicap. Et effectivement, je suis venu en France parce que handicapé. Tu vois, c'est très étonnant. En Algérie, on dit toujours que un mal peut amener un bien, et ainsi de suite. Mais tu connais mieux que moi la philosophie algérienne, et que je reprends à mon compte là. Mais oui, c'est ça. Je continue. Mais du coup, c'est une manière d'être fataliste et optimiste. Ça veut dire que rien ne t'arrête. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose derrière. Je veux pas. Tu vois, je vais te dire, j'ai vécu une aventure il n'y a pas longtemps. C'est pas vieux, c'est cet été. Et j'ai acheté un appartement. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu achètes un appartement, tu es dans une démarche où tu penses que, un, le mec qui te vend l'appartement va t'escroquer, et que deux, la banque qui va te prêter le crédit va aussi t'escroquer. Tu vois, et je suis parti sur le truc inverse. C'est-à-dire que je suis parti en me disant que le mec qui me vend son appartement, ben, il a juste besoin de le vendre, et que mon banquier, ben, il me fera forcément un bon prix, parce que c'est dans son intérêt que je prenne un crédit chez lui. Et donc, je n'ai pas discuté mon prix, et je ne suis pas allé voir une autre banque. Ben, ouais, finalement, je veux croire ça. Tu peux croire que c'est pas la maladie, même pas fort, même pas mal, parce que tu partais quand même sans vouloir faire de mauvais jeu de mots avec un certain handicap. Algérien. Ah ben, lourd. Lourd, ma cousine. 1,60 m, arabe, handicapé. Oui. Avec un prénom chez nous. Mais on m'a dit que j'avais un prénom de carrière, qui pouvait faire carrière. Ada Abdelli, c'est beau. C'est Rachid Arabe, c'est beau aussi. Qui te l'a dit aussi. Oui. C'est vrai que tu partais pas forcément avec beaucoup d'avantages. Comme quoi, tout est possible, ma chérie. Oui. Et tu disais d'ailleurs ton histoire que tu as livrée il y a 2 ans de ça, dans un livre qui est paru chez les éditions Michel Lafon, comme sur des roulettes. Très belle aventure, ça aussi. Michel Lafon, Elsa, Sylvie, et grâce à Oui. Sylvie, j'ai rencontré Rachid, mais grâce à Rachid, j'ai rencontré Sylvie. Donc, vraiment, 2017 restera une très, très belle année pour moi. C'était une évidence à un moment ou à un autre de raconter ton histoire? Ou c'est parce qu'on t'a poussé un petit peu? Non, j'ai rencontré Elsa par l'intermédiaire de Pascal Légitimus. Tu as vu, j'ai dit Pascal Légitimus quand même. Par l'intermédiaire de Pascal Légitimus. Non, ce qui me plaît, quand Pascal a lu, il a aimé ce que j'avais écrit. Et puis Elsa voulait que je reste dans mon style. Donc c'est un livre un peu, pas décousu, mais c'est un livre qui raconte ma vie à travers des anecdotes. Et elle a aimé ça, ça m'a plu qu'elle aimait ma plume, quoi. Et mon genre d'écriture. C'est un livre qui te ressemble. Pour les gens qui ne l'ont pas encore lu, je les encourage à le lire parce qu'il est disponible partout. C'est qu'effectivement, je pense. N'oubliez pas de lire celui-là. Mais c'est vrai que comme sur des roulettes, si on veut te connaître, on apprendra des choses, mais il y a un style d'écriture qui est bien à toi, qu'on retrouve d'ailleurs dans la série Vestiaire. Mais tu te livres sans de manière cash, et on découvre un type qui a un cœur gros, qui se prend pas au sérieux et qui a vraiment un avantage, qui a un point de caractère qui est juste génial, c'est qu'il est fidèle, mais à la vie, à la mort. Oui, ben je sais, écoute. Je sais. Mais tu sais, tes copains de la première heure, pour bon nombre, t'ont accompagné, t'ont suivi dans l'aventure de Vestiaire. On va en parler. Oui, bien sûr, je continue. Vestiaire, c'est d'abord la rencontre avec Fabrice, qui est mon pote, et depuis 97, 98, on nage ensemble. Et puis, on a ce point commun, lui et moi, on aime la dérision, lui et moi, on aime rire, lui et moi, on est handicapés. Et puis, surtout, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul par rapport à la vie, tout ça. Mais en fait, on s'est rendu compte, mais à travers le livre et la série, que, en fait, handicapés ou pas, on a globalement tous les mêmes problèmes. Hein. Et la paternité, les femmes, les relations amoureuses, l'ami, les amitiés, le travail. Finalement, tu vois, on a tous des problèmes, mais on a des socles communs. Tu me demandais comment était né Vestiaire. C'est né, comme je te le disais, d'une rencontre avec Fabrice. Et on s'est très vite rendu compte à travers les compètes. On était souvent sur les routes, lui et moi, parce qu'on faisait de la vraie compétition en e-sport. Alors lui, il est un peu plus nageur que moi, parce qu'il a eu des vraies médailles. Et pendant tous ces chemins-là, on se disait, ça serait quand même cool d'écrire quelque chose. Pas un film, ça venait pas, un livre, ça venait pas. Et puis un jour, on s'est retrouvé lors d'un entraînement dans notre vestiaire et on s'est dit,
tiens, et si on racontait ce qui se passe là? Et mais vraiment, ça a été le déclic, quoi. Ça ne s'est plus arrêté. On a commencé à raconter. Au début, c'était très inspiré de ce qu'on avait vécu. Et puis, bon, 8 saisons après, 400 et quelques épisodes après, on a fait travailler nos ménages. Oui. Et tout de suite, France Télévisions a accepté le projet et vous en êtes à la saison 8 en diffusion et 9 en écriture, c'est ça? Projet très, très étonnant et très bizarre, alors qu'on nous a expliqué que c'est très compliqué de vendre un projet à France, enfin, à une chaîne en général, de trouver des producteurs, d'écrire. Et en fait, on a écrit avec Fabrice, on s'est amusé, ça a bien marché. Les premiers producteurs qu'on a trouvés ont pris la série, c'est Philippe et Sophie. Ils ont décidé, eux, parce que quand même, ça parlait d'handicap, c'était quand même assez sensible. Ils voulaient que les gens voient ce que c'était cette série. On a fait un pilote de 6 épisodes. Ils l'ont présenté à France Télé, par le directeur de France 2 de l'époque. C'était le mois de juin quand il a vu le DVD. Et la légende veut qu'en voyant le DVD, il est sorti le DVD, il a mis un post-it dessus. Il a marqué « Je veux ça à mon retour de vacances. Je veux ça sur France 2 à mon retour de vacances. » Et il est parti en vacances. Il est pas revenu. Et il est revenu, hein. Et quelques temps après, malheureusement, il est décédé. Mais il n'empêche que avec Perrine Fontaine, qui était aussi à France 2, c'est quand même elle qui a, avec elle et Antoine Boillet, qui est encore à France 2, ils ont vraiment donné le là et fait en sorte que Vestiaire passe sur France 2, clairement. Le synopsis de la série, enfin, c'était quoi? Présenter une série faite par des handicapés pour changer le regard. Même pas, écoute, le pitch, au départ, c'était le quotidien de 2 nageurs en handisport. C'est 2 nageurs qui ont la quarantaine, en gros, à qui il arrive des tas de choses. Voilà, 5 minutes avant l'entraînement ou 5 minutes après l'entraînement. Tu vois, c'est pas très excitant. Hein. Et quand tu rajoutes qu'ils sont handicapés, c'est vraiment pas excitant. Mais les épisodes qu'on a fait, les premiers épisodes étaient assez percutants. Et on a eu une presse assez extraordinaire en 2011 quand la série a débarqué, mais c'était un truc de fou. Je crois qu'on a des pavés comme ça de revues de presse que France 2 nous a envoyés, tu vois. Et presque autant que le jour où on a fait passer Brigitte Macron dans notre série, dans notre vestiaire. Ouais. Et je disais, les retours des téléspectateurs correspondaient à quoi? Génial, ils étaient choqués, ils étaient déroutés, c'était plutôt des encouragements. Déroutés, oui. Choqués, je pense qu'il y en a qui l'ont été. Hein. Alors, ce n'est pas la majorité, parce qu'il faut quand même il faut relativiser et se dire que France 2 a beau diffuser notre série, parce que c'est bien d'avoir des handicapés à la télé, mais je pense que si l'audience n'est pas là, ils nous diffuseront ou à minuit ou nous diffuseront plus. Donc, on est quand même à 1 heure de grande écoute. Les retours qu'on a sont quand même honnêtement globalement positifs. Tu vois, par exemple, les fêtes de Noël, là, on a fait de très très belles audiences. Donc, on se rend compte que les gens, ils aiment bien ça et ils ont envie de se rendre compte que. Mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a souvent tous les mêmes quotidiens, en gros. Tu penses que les messages sont passés? J'ai l'impression et j'espère. Et je me dis que quand même, on est à. Je ne sais pas si on a bousculé beaucoup de choses, mais tu vois, je prends souvent le même exemple. Je prends l'exemple de Intouchable en 2011 qui sort. L'affiche, c'est le visage de Omar Sy, de Cluzet en gros plan. Je ne sais pas si tu te souviens. On ne voit pas de fauteuil, on voit même pas l'handicap n'y est absolument pas. Ça s'appelle Intouchable, on voit un black et un blanc. On ne voit absolument pas ce que c'est l'histoire. On ne connaît pas le pitch à l'affiche. Et on les a rencontrés et ils nous avaient dit à l'époque, tu te rends compte qu'on leur avait dit que bon, si on pouvait éviter de mettre un fauteuil à l'affiche, ce serait pas mal. Ça pourrait repousser les gens, oui. Tu te rends compte, on est en 2011. Hein. Et en 2018 sort Le Grand Bain de Lelouch, film magnifique. Et c'est une immense affiche avec une fille sur fauteuil roulant. On s'est dit quand même, il y a des choses qui ont changé. Quoi. Alors, on pourrait dire que toi, dans l'absolu, est-ce que tu te considères comme personne handicapée ou pas? Parce que ton handicap, comparativement à d'autres handicaps, il est déjà, bon, il n'est pas très visible aujourd'hui, il n'est pas, il t'a pas empêché, c'est pas un handicap intellectuel, je veux dire, tu te dis quoi? D'accord, absolument. C'est pour ça que c'est très juste ce que tu dis. Samia, c'est vachement important ce que tu dis parce qu'il faut quand même relativiser. C'est vrai qu'on est dans un monde de paillettes et que le fait que je puisse faire de la télé, faire des émissions, on est dans un truc de l'acceptation de l'handicap et tout. Mais tu as raison de le dire. Et souvent, tu vois, samedi dernier, j'étais avec des jeunes, ils me voyaient rire, on était là dans un échange un peu amical, mais de leur rappeler que tous les handicaps ne sont pas comme le mien. Effectivement, comme tu le disais très justement, j'ai la chance de pouvoir monter des escaliers, bouger, parler, faire des choses tout seul. Je suis très très autonome malgré mes jambes et mes béquilles. Mais c'est malheureusement, c'est un minimum dans le monde du handicap, tu vois. Donc effectivement, le statut de l'handicap fait que on peut ou penser basculer en se disant tiens finalement c'est facile, on peut rire avec, ou c'est dramatique. Il y a un juste milieu, c'est ce que nous on essaie de ramener. C'est de dire que oui, malgré que ce soit compliqué, on essaie quand même de vivre. Et dans cette vie-là, c'est pas parce qu'on en rit que le handicap n'est pas sérieux.
tu vois. Et effectivement, je me considère comme verni parce que je peux faire beaucoup de choses. Et notamment dans ce que je fais là, tu vois, par exemple, ben, on se croise souvent à Paris, ben, il faut monter à Paris, il faut prendre un sac à dos, il faut aller à la gare. C'est compliqué pour moi, mais je peux le faire. Mais tu vois, il suffit d'avoir un fauteuil roulant et tout devient improbable et compliqué. Il faut aller 1 heure avant la gare, il faut que quelqu'un m'attende à Paris. C'est très très compliqué. Les prods ne pourraient pas me recevoir. Ma production, la première production, elle a un bureau au 2e étage, la deuxième, il y a au rez-de-chaussée, donc ça va. Mais il n'empêche que c'est rien. Mais voilà, si tu n'es pas autonome, ça peut très très vite devenir galère. Tu te sens une responsabilité d'être comme un espèce de porte-parole, un porte-drapeau de toutes les personnes. On sait combien le handicap cause la précarité, comment le handicap exclut, isole les gens. C'est une obligation pour toi, avec un autre handicap dont on peut rigoler, un handicap entre guillemets, qui est d'être d'origine maghrébine, avec un, comme on disait tout à l'heure, un nom qui peut prêter à confusion. Non, mais je veux dire, est-ce que c'était une évidence pour toi de dire, voilà, j'ai voix au chapitre aujourd'hui, donc je vais parler pour tous ces invisibles, sans vouloir faire le plagiat d'un film qui sort ces jours-ci. Oui, qui est monté par un ami d'ailleurs, qui est le Ouais. monteur de la série Vestiaire, je te le dis. Ouais. Ah C'est oui. Nathan Delannoy, oui, c'est le même monteur. Oui, alors c'est effectivement ce que tu dis là. Je ne m'apprêtais pas, j'avais pas pour vocation quand j'ai fait la série à parler de handicap dans les émissions de télé, à présenter des soirées, à représenter des associations et tout. Tu vois, la semaine prochaine, je présente un événement autour de l'autisme. La semaine dernière, j'ai présenté un événement autour de l'handicap chez l'enfant, notamment l'handicap sensoriel. Non, et en fait, ben, finalement, je suis assez fier. Parce que si tu veux, au début, c'était pas évident, tu vois, parce qu'on me dit, je me suis dit, on me ramène à l'handicap, à l'handicapé que je suis finalement. Et je me suis dit, mais en fait, si tu veux, ça me renvoie à tout à l'heure, on parlait de l'enfant que j'étais, à l'ado que j'étais. Est-ce que l'ado que j'étais voyait dans son univers un handicapé qui pouvait le représenter à la télé, dans les médias, au cinéma, enfin. Ben non, il n'y avait pas. J'ai toujours l'habitude de dire, à part Casimir, il n'y avait pas grand monde pour nous représenter, tu vois. Et je me dis, vu les jeunes que j'ai rencontrés après, les mails que j'ai reçus, les messages sur Facebook, je me dis oui, si je peux devenir un référent, pourquoi pas. Si je peux permettre à des jeunes de dire, ben oui, c'est possible pour vous aussi. Tu sais, moi, je me rappelle, quand j'avais en 6e, j'étais parti sur l'idée que ma vie et tout ce qui m'entoure serait handicapé. Et j'ai lu un livre qui s'appelle L'homme qui marchait dans sa tête de Patrick Segal. Et là, après, je vois un mec, ouais. Je vois un gars, on est en début des années 80, on est en 1981. Le mec, il est torse nu sur un fauteuil roulant, il fait l'affiche de son livre et il fait le tour du monde. Tu vois, 40 ans après, je l'ai rencontré, il m'appelle petit frère. Je lui ai dit, mais il est là, il me dit, mais ça fait 40 ans que je t'attends. Et c'est lui qui m'a. J'ai dit, mais non, mais enfin, Patrick, si je suis là, c'est parce que je t'ai vu. Tu es arrivé dans ma vie. Et ce gars, j'aimerais bien un jour qu'on lui rende vraiment hommage parce que avant Croison, avant moi, avant beaucoup de monde, il nous a ouvert la voie, je te jure. C'est le gars, tu vois, tu imagines l'ascension du Mont Blanc ou de l'Himalaya, c'est le premier qui est monté. À l'époque où on était un peu moins médiatisé qu'aujourd'hui. Et tu vois le côté humble de cet homme, je vais le voir pour lui dire que tout ce qu'on fait, c'est grâce à lui. Et lui, il me dit, mais ça fait 40 ans que je t'attends. Et c'est un ami commun, Rachid, toi et moi, qui nous a fait rencontrer. C'est notre ami Nino, qui est maintenant figurant et quasiment comédien de la série Vestiaire, qui m'a fait rencontrer ce personnage. Ouais, c'est bien. Donc ça veut dire qu'effectivement, ne restons pas enfermés dans cette image de handicap, parce que finalement, on peut tous avoir à un moment ou à un autre un handicap. On évoquait le handicap visible ou pas visible. Et d'ailleurs, dans les acteurs de la série, il y a une jeune femme adorable, Anaïs Fabre. Elle est perturbante, elle est troublante, j'allais dire, plutôt que perturbante, parce que on pense qu'elle joue un rôle. Elle ne joue pas du tout un rôle, Anaïs. On peut expliquer? Ah non, Anaïs, elle joue vraiment un rôle. Non, mais oui, mais il y a quand même une raison. Elle n'a pas été séquelle. Non, alors tu vois, c'est magnifique ce que tu dis. Ça veut dire, non, mais non, c'est très important, il faut le garder ce que tu dis. Parce que, oui, oui, je veux te dire pourquoi il faut le garder. C'est mal pensé, hein, tu sais. Non, parce que c'est pour ça qu'on l'a choisi. Ce que tu viens de dire, c'est ce qu'elle a créé en nous quand on a vu faire le casting pour l'épisode 0. Parce qu'il y a eu beaucoup de comédiennes, elle est arrivée, on a été comme toi, tu dis, troublés. Elle a épousé le personnage, parce que ce personnage existe. On s'est inspiré à 100% d'une amie que Fabrice et moi, on a, qui a eu des problèmes d'AVC, des pertes de mémoire toute petite.
Elle a bac+6 aujourd'hui, pour te dire elle s'en est très très bien sortie. Mais il n'empêche qu'elle avait cette maladie d'oublier les choses. Et on l'a raconté aux comédiennes qui ont fait le casting. Et quand Anaïs est rentrée, Fabrice et moi, on s'est assis. On a été bluffés. Donc ce que tu dis, il faut le garder parce que ça prouve à quel point c'est une très très bonne comédienne. Génial. Alors, la particularité de Vestiaire sont des programmes courts, oui, qui sont maintenant rediffusés sur une chaîne du satellite. Absolument. Le principe, c'est que c'est depuis le départ, chaque épisode, vous avez un guest, c'est ça? C'était important. On essaie. Alors, nous, c'est d'autant plus facile parce qu'en fait, on fait venir les guests qu'on aime bien ou qu'on a envie de voir avec nous. Mais surtout, au-delà, il faut vraiment qu'on ait quelque chose à raconter. Tu vois? On est en 8e saison. Cette année, en 8e saison, on a invité la Mélanie, qui est trisomique, qui a fait la météo sur France 2. On espère, on écrit pour la voir l'année prochaine. On a Philippe Croison, on a, tu vois, Joseph Chovanec pour parler d'autisme. On essaie de s'ouvrir de plus en plus au monde de l'handicap avec divers handicaps. Parce que tu sais que le monde de l'handicap, qu'on le veuille ou non, c'est très très cloisonné. C'est-à-dire qu'on a l'handicap physique, l'handicap sensoriel, l'handicap mental. Et tu vois, et moi j'aimerais bien dire que on est un peu tous pareils, quoi. On est sur le même bateau, quoi. Donc on essaie, Vestiaire, ça devient de plus en plus une porte d'entrée comme ça. Et beaucoup de gens nous écrivent en nous disant pourquoi vous ne parlez pas de tel handicap et tel handicap. Notre priorité à nous, on reste des auteurs, ça reste une fiction. C'est une série qui passe à la télé. Ce n'est pas vrai tout ce qu'on voit. C'est quand même qu'on ait une histoire à raconter. Ada a toujours des projets, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un projet qui te tient à cœur? Oui. Que tu n'as pas encore réalisé? On va très loin avec Vestiaire. Chaque année, on pense qu'on arrive au bout de quelque chose. Et en fait, chaque année, tu vois, on était en saison 7 en se disant, voilà, on a tout fait, on a fait des comédies musicales, on a beaucoup rigolé. Et puis, on rencontre Brigitte Macron. Et quand une série télé fait passer la femme du président, depuis la femme d'Obama, ça n'a jamais été fait dans le monde, tu vois. C'est quand même pas mal. Mais pour être honnête, j'aimerais bien, je me rends compte que j'adore l'écriture. Et plus que le jeu, je me régale dans Vestiaire parce que c'est à nous, quoi. Je suis chez moi. Mais j'aimerais bien écrire un deuxième livre. Je te cache pas que c'est un truc qui me titille. Et puis, je me suis découvert une vocation que je pense que que j'avais pas. Animateur, j'anime de plus en plus de soirées, d'événements. Et j'adore ça. Et en fait, je me rends compte que mettre les autres en avant, c'est vraiment un truc chouette. Parce qu'on rappelle quand même que tu as une vie professionnelle qui est tout à fait épanouie. Oui, je suis épanoui. Épanoui, oui, non, mais habitant à la mairie de Marseille. Merci, Samia. Oui. Non, mais épanoui professionnellement, je rigole, bien sûr. Éco-scénariste, effectivement, de la série Vestiaire, tu as écrit un livre, tu as d'autres projets. Donc, je veux dire, tu n'es pas dans les clichés, tu sors des clichés qu'on a souvent tendance à mettre sur le dos des personnes handicapées, qui sont des personnes qui ne travaillent pas, qui sont dépendantes de la société. Et en même temps, il ne faut pas se voiler la face. On parlait tout à l'heure du fait qu'effectivement, il y a un fort taux de chômage chez les personnes handicapées. Ce n'est pas forcément de leur faute. Absolument, c'est souvent pas leur faute. Et ça aussi, c'est un truc qu'on essaye de combattre. Tu vois, là, je parraine un événement dans pas longtemps qui est l'handicap et le travail, pour dire, oui, il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur, il faut vraiment donner la chance aux personnes en situation de handicap parce qu'en général, elles travaillent 2 fois plus. Moi, quand j'étais en 6e, je me rappelle que mon prof me disait toujours, vous savez, on était à l'époque, ça n'existe plus maintenant, mais c'était une école où il n'y avait que des handicapés. Il nous disait, il y a une barrière. Il faut que vous alliez au-dessus. Oui. Et je trouve que c'est très fort. Donc, quand on donne la chance à quelqu'un de handicapé, il vous le rend en double parce qu'il a vraiment envie de s'accrocher. Parce que pour nous, en situation de handicap, le travail, il est plus que financier, il est social. Oui. Et tu sais d'ailleurs qu'il est prouvé justement que les personnes handicapées sont plus assidues au travail que les personnes. Prouvé. Alors, moi, j'essaie toujours de prouver le contraire. Donc, dans mon cas, c'est plus compliqué. Mais oui, mais c'est vrai, mais oui, bien sûr. C'est vrai. Et en plus, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, quand un patron embauche un handicapé aujourd'hui, il n'a plus il n'a rien à gérer. Il y a des associations qui peuvent gérer le poste de travail. Il y a des associations qui peuvent venir chercher la personne handicapée, la déposer, la ramener le soir. Il n'a plus, si tu veux, le patron, il dit juste oui. Et puis, le travail est fait. Et la personne handicapée qui bosse pour lui est prise en charge. Il n'y a plus besoin de s'inquiéter comme avant. On rappellera quand même, pour continuer à mettre les pieds dans le plat, qu'il y a certains patrons encore qui préfèrent payer une taxe et ne pas embaucher de personnes handicapées alors qu'elles auraient tout simplement besoin de possibilité de le faire. Donc, la route est encore longue. Hein. La route est encore longue, mais parce que je pense que, moi, je ne crois pas, tu vois, que les gens soient mauvais. Je crois que les gens ont peur parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas et
Moi, j'ai vu, avec cette série, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de jeunes. Alors, les scouts, l'école, les gens qui font le service, ce qui remplacent le service militaire. Donc, je rencontre beaucoup de jeunes. Et souvent, ils me disent comment, comment on peut aborder la personne handicapée. Tu vois, c'est quoi le regard? Alors, moi, quand je vois un mec en fauteuil roulant dans la rue, je le regarde et en même temps, est-ce qu'il ne faut pas le regarder? Est-ce que... Et j'ai tendance à leur dire, vous savez, soyez vous-même. Moi, ça ne me choque pas quand on me regarde une fois et puis que. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le deuxième regard. Tu vois, plus que le premier. Le deuxième, il a comme, tu vois, on se dit, s'il regarde fixement, bon, bah, il n'est pas très intéressant. Si le deuxième, bah, souvent, il est plus doux, il est plus intéressant, il est plus. Tu sens à travers des regards des gens. Ben, regarde, je veux dire, nous, on est devenus amis très vite, mais tu as des gens avec qui tu croises spontanément, tu vas vers eux et des regards qui te repoussent. Donc, je pense qu'il faut être soi-même. Et ces patrons qui préfèrent payer l'amende, je pense que c'est juste parce qu'ils sont ou un peu feignants ou ils ont un peu peur, parce qu'ils ne connaissent pas, c'est tout. Tu vois, on fait de la sensibilisation et les patrons viennent nous voir en nous disant, ben, moi j'en ai fait une dans une très très grosse entreprise de publicité et c'est le boss en personne qui, donc ce sont dans son entreprise, très grosse entreprise parisienne, il y a une section qui s'occupe de handicap, ils ont carte blanche parce qu'on est dans la semaine de l'emploi des personnes handicapées, ils ont carte blanche pour organiser des événements autour de l'handicap, de plus en plus d'entreprises nous appellent et ils diffusent Vestiaire et ils me font parler. Et donc, quand tu commences, en général, quand tu parles de handicap dans les entreprises, je ne te cache pas qu'au début, c'est un peu frileux. Et en fait, les gens entendent les gens rire et la salle, au fur et à mesure, se remplit. Et le directeur général, le boss des boss, il est au dernier étage. Il entend des rires, on lui dit il y a des choses qui se passent en bas. Il descend et il reste jusqu'à la fin. Et il est venu, mais il m'a dit mais c'est jamais, mais jamais, j'aurais pensé que c'était ça le handicap. Tu vois, et le gars, on a gardé contact avec lui et tout, mais je veux dire, il était prêt à faire des choses que, voilà, il m'a dit, mais je voulais être avec vous. Pour moi, le handicap, voilà, c'est un truc lourd, moi je suis un mec pressé, j'ai pas le temps. Et puis là, je vous vois, mais merde, je me dis, c'est lui qui a pas le temps, c'est pas moi. Et voilà, c'est que les gens ne savent pas, ne connaissent pas, et du coup. La peur de l'inconnu, surtout. Puis là, ouais, ben, tu vois, nous, moi, je pense que ce qu'on fait avec Vestiaire, tout ça maintenant, voilà, Rachid a fait ça en son temps et d'autres ont fait ça en leur temps. Tu vois, il ne faut pas oublier qu'on a eu avant nous, parce qu'on parle de handicap, mais aussi il faut parler, revenir à ce que nous sommes. Je suis aussi très, fier aussi de ça, de porter cette image du Maghreb, des gens du monde arabe qui me contactent, de tout. Et qui m'écrivent et qui sont très fiers parce qu'ils se voient un peu en moi, ça me touche beaucoup. Et moi, je dis pareil, je dis, ben moi, voilà, quand j'étais jeune, je voyais Ismaïl, enfin, c'est pas rien quand même, tu te rends compte, Rachid, Ismaïl, enfin, je vous jure, c'est pas rien. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je le dis, moi, Rachid, je dis, mais tu peux pas imaginer ce que c'était. Tu ne peux pas imaginer quand tu es dans un monde qui te sent perdu, on est dans les années 80, on te parle de Front National, tu es un peu perdu, quoi. C'est fini. Imagine quand tu es handicapé, tu te dis, bon, c'est terminé. Et puis tu vois un mec qui s'appelle Rachid Arabe, qui est beau, qui parle bien, tu te dis, mais déjà pour nos parents. Il était beau à l'époque, excuse-moi, la coiffure, c'était pas Il est un peu ça. vieilli, ouais. Non, vrai. non, Mais parce que j'arrive. Parce que j'arrive, c'est pour ça. Mais non, mais c'était quand même énorme. Pour nos parents, déjà, de voir que leurs enfants pouvaient faire autre chose, et pour nous, de se dire, ouais, quand même, c'est la classe internationale. Tes parents seraient fiers de toi. Ils ont... Alors, ils ne sont plus là, malheureusement, mais je crois que mes parents étaient très fiers de moi, très, très jeune. J'ai eu la chance de... J'ai eu une chance extraordinaire, écoute. Et émouvante en même temps. C'est-à-dire que je suis parti très petit de chez moi. J'ai grandi très loin de mes parents. Je suis revenu quand j'étais grand, mais eux ont gardé l'image de l'enfant. Donc jusqu'à entre 30 et 40 balais, j'allais chez mes parents. Mes frères étaient grands, tout le monde avait grandi. Mais les petits-enfants avaient grandi, mais pas moi. Et du coup, j'étais dans la peau du petit enfant chez mes parents qui étaient vieux. C'est très émouvant ce que je te dis parce que très souvent j'ai envie de pleurer quand j'y pense. J'ai eu cette chance extraordinaire d'être un adulte enfant chez eux. Et ma mère me faisait à manger comme si j'étais. J'avais mes parents que pour moi, tu vois. J'allais une semaine par an en Algérie. J'avais mon père et ma mère que pour moi. C'était sublime, Samia. Ma mère me faisait à manger. Mon père me disait fais la sieste à côté de moi, hein. Ne pars pas, hein. Et je restais avec eux. Et ma mère m'amenait voir ses copines. Elle me présentait à ses copines, à ses cousins, à ses tantes. Et elle était très fière de ce que j'étais devenu. Oui, est-ce que tu avais un statut un peu du petit protégé, un statut privilégié? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça je pense qu'elle aurait été très très fière de ce que je suis devenu, ma mère. Ouais.
de voir Ouais, tout le ça. livre, tout ça. Bon, le livre, je parle beaucoup d'elle, mais dans la vie en général, mon père aussi aurait été très fier parce que moi j'aime bien égaliser mon père et ma mère quand même. Mais je te dis, j'ai eu une chance extraordinaire. C'est un de ne pas avoir grandi avec eux, mais d'être. Voilà. C'était beau les années avec eux où ils me traitaient comme un enfant. Alors que j'avais 40 balais quand même. Et ma mère avait peur que je traverse la rue. Et mon frère lui disait, maman, il a fait le Toubkal, il est monté à 3800 mètres. Laisse-le tranquille, il peut traverser la rue. Elle avait peur, elle disait, oh les voitures, arrêtez. Mon fils, il va tomber. J'ai découvert, tu sais, il n'y a pas longtemps, enfin bon, j'en avais entendu parler, mais j'ai découvert, c'est mis en scène par Tim Seat. C'est sublime. C'est Tim Seat qui reprend le livre de ma mère, de Albert Cohen, le livre de ma mère. Ah oui, et je ne l'ai pas lu, tiens. Ah, il faut que tu le lises. Et tu vois, ça me rappelle un truc, c'est que je suis profondément méditerranéen, en fait. Qu'est-ce que tu gardes comme lien avec l'Algérie? Tu évoquais tes parents qui sont plus des nôtres. Tu es originaire de la ville d'Oran. Oui. Quand tu retournes, tu as besoin d'aller en Algérie et tu te sens Oui. comment quand tu retournes en Algérie? Oui, j'ai besoin parce que j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai énormément de recul. Ben, je pense que tous ceux qui ont un peu grandi ici, quand ils partent là-bas, ben, si tu n'as pas beaucoup de recul, il ne faut pas y aller en Algérie. Oui, oui. C'est un autre monde. Ouais, mais moi j'ai besoin d'y aller parce que j'ai toute ma famille là-bas, mes frères, mes neveux, mes nièces, mes cousins, mes cousines. Et puis, ce qui me touche, c'est que télé, vestiaire ou pas, pour eux, j'ai pas changé. Mais dès le départ, ils m'ont mis très, 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 très haut. Tu vois, il n'y avait pas encore vestiaire que pour eux, j'étais au firmament. Ça, que je passe vestiaire ou j'aille sur la lune, c'est pas. Je suis devant le plafond de verre, il n'y a plus rien. J'étais déjà arrivé tout en haut, alors que j'avais encore rien fait de ma vie. Et donc, c'est extraordinaire voilà, de les trouver comme ça. Et ouais, j'aime bien le décalage, j'aime bien voir qu'ils organisent tout et que rien ne marche. Et c'est un bonheur absolu. Tout est bonheur absolu quand je suis avec eux. Parce que rien ne me prend la tête. Autant eux, ils s'énervent, ils se disputent, ils se battent. Et les gens qui partent avec moi, ils se disputent avec eux, ils se battent. Et moi, je regarde ça, je trouve ça sublime. Ils te sortent des trucs, mais moi, je suis auteur. Et quand ma soeur, elle me raconte ses problèmes, je dis, mais j'arriverai jamais à écrire ce que tu me dis. Tellement, C'est extraordinaire. originaire de la ville d'Oran, hein, c'est ça? Oui, la mer déjà, la mer, Marseille, tu vois, Oran. Ouais, originaire de la ville d'Oran. À côté de la ville d'Oran, il y a une petite ville qui s'appelle Ain el Turk. Ain Turk. Et c'est là que j'ai attrapé la polio. Et je suis retourné 30 ans après. Et la plage est toujours là. Pour la vendre? J'essaie de la rendre, mais bon, la ville a beaucoup changé parce que, ben voilà, l'Algérie, ben, l'Occident, là, maintenant, on est dans la mondialisation. Donc, malheureusement, les villes à travers le monde se ressemblent de plus en plus. Et c'est dommage, mais on commence à perdre nos spécificités. Je parle de toutes les spécificités de tous les pays, on commence à avoir un truc un peu uniforme, c'est dommage. Non. Gardons le contact avec le Racine. Ada, peut-être C'est important ce que tu dis. Tu sais, Samia, c'est hyper important ce que tu dis parce que gardons nos contacts avec nos racines. Et je crois qu'il y avait le prêtre des Loubards qui disait à l'époque, tu te souviens de ce prêtre qui disait, je crois que la vraie intégration, et je le dis dans le livre, c'est vachement important, c'est quand on accepte son arabité. Il ne faut pas, moi je me considère, j'accepte mon oranie comme j'ai un pote, un ami d'enfance qui est béarnais et qui pour lui, la région la plus importante du monde, c'est le Béarn. Il est béarnais avant d'être français, tu vois. Et je pense qu'on peut considérer que Oran, et voilà, c'est un truc de moi, mais je suis français, marseillais avant tout. Question piège. Il serait où le grand Ada Abdelli s'il n'était pas tombé malade, s'il n'avait pas fallu qu'il vienne se faire soigner en France? On serait peut-être jamais rencontrés. Ben écoute, souvent quand je vois mes frères vivre, je me pose la question et je me dis est-ce que j'aurais pu avoir la même vie qu'eux finalement? Ils sont combien? Tu as Le combien de hasard a frères? fait que je suis parti. Mais effectivement, tu as raison. Ah, vous êtes combien de frères et sœurs? On est 3 frères et une sœur. Oui. Mais par contre, tu vois, je pense qu'il y a des choses qu'on a en nous. Je crois que si j'avais pas eu le handicap, peut-être qu'autre chose m'aurait fait partir ou peut-être que j'aurais eu ce grain en moi. Je crois qu'il y a des choses qu'on a en nous et quel que soit, c'est un peu une rivière, tu vois, elle doit descendre, elle descend, quel que soit le chemin qu'elle prend. Alors, encore 2-3 questions. Premier, Ada. Non, mais je suis bien avec toi, moi, tu peux y aller. Hein. C'est gentil. On dit souvent des gens, des humoristes, tu en es un, qui ne se prennent pas trop au sérieux, qu'en fait, dans le privé, ce sont des gens tristes. Le Ada qu'on voit là ce soir, qu'on voit déconner dans son fauteuil roulant, qui écrit des textes à se délecter, un livre que moi j'ai lu d'une traite et je passais du rire aux larmes. Le Ada, dans la vie privée, il a des moments, on a du mal à imaginer que tu puisses avoir des moments de mou. Tu as eu des moments de doute? Tu as eu des moments où
Tu sais, j'ai lu une phrase de, tu vois, je vais te parler philosophie, mais de Kierkegaard qui disait Oh, l'humoriste comme le fauve va seul. Je crois que pour beaucoup rire, il faut quand même avoir un peu des fêlures. Parce que ça m'arrive d'avoir des doutes, bien sûr. Mais c'est-à-dire que j'ai toujours considéré que ni mon handicap, ni mon état moral quand il est mauvais, pas quand il est bon, ne doit me pénaliser dans la vie. C'est-à-dire que rien ne doit empêcher ma marche en avant. Donc, même quand j'ai des fêlures, je continue à avancer, mais il est évident qu'il m'arrive d'avoir, de douter, bien sûr. Mais ça n'a en rien jamais entravé ma vie. on plaisante, là, on plaisante beaucoup aujourd'hui, mais la polio dont tu es atteint te cause des soucis de temps en temps. Bien On te sûr, voit là, tout va bien, mais voilà, bien tu n'es sûr. pas toujours à te plaindre, mais c'est quand même une prise en charge qui reste importante. Absolument, tout à fait. En plus, il faut quand même être réaliste. J'ai 50 ans. Donc, il y a l'usure même si je ne le fais pas, je te remercie. Même s'il y a l'usure de l'handicap, effectivement, avec le temps, ben, l'handicap est plus compliqué à gérer. Mais on s'adapte. On arrive à faire autrement. Je sollicite moins mes muscles. Il y a des choses que je fais un peu moins. Donc, et en même temps, je travaille à la mairie de Marseille. C'est un très bon endroit pour se reposer. On va envoyer cet extrait particulier. Monsieur le maire. Euh, aucune différence. Tu as construit, on parlait de ta vie professionnelle, ta vie privée. Tu es un papa gâteux, un homme comblé. C'est une belle leçon de. Oui, oui, je suis très très heureux avec ma femme et mes enfants. J'ai la chance d'avoir 3 enfants. J'ai été papa plusieurs années de ma vie, donc du coup, c'est assez. Tu vois, voilà, ma petite fille, ma dernière fille a 7 ans et demi, donc j'ai été papa à 40 et quelques années. Et c'est une autre paternité. Je disais à un ami, c'est une repaternité. Et on découvre ce rôle-là un peu différemment. Mais ouais, alors j'essaye de pas trop. Très vite, il y a un truc qui m'a sauvé, c'est que très vite, j'ai compris qu'il fallait pas être dans. On a tendance à faire trop. C'est-à-dire qu'on se dit, j'ai pas eu, mes enfants auront. Bon. J'ai pas fait, mes enfants feront. Quitte Alors à que, faire trop ou faire mal. Ouais. ouais, tu vois, et trop exactement. J'essayais d'être dans la norme en me disant, bah, ils feront ce qu'ils peuvent, ils auront ce qu'ils peuvent. Voilà. Ils seront, j'espère, pas dans le manque, mais il faut quand même pas trop être dans. Parce qu'après, tu sais ce que c'est, quand il y a trop, il y a le gaspillage, et après, on n'est pas dans un truc qu'on. Voilà. J'essaie de faire en sorte que mes enfants ne soient pas malheureux, et a priori, ils ont l'air plutôt bien, et voilà. Et puis bon, c'est un rôle que je vis avec plaisir. Ouais. C'est un des bons moments de la vie, oui. Il y a une de tes filles, je crois d'ailleurs, quelques mots tendres à l'égard de son papa qui marche avec des béquilles. Je Ben, me souviens. j'ai eu la chance d'avoir les deux. Oui. Myriam, quand elle était toute petite, est le premier être vivant au monde qui a trouvé le moyen de me donner la main, alors que mes mains sont prises par les béquilles. C'est quand même extraordinaire qu'un enfant trouve ça, tu vois. Et Amel, qui a 7 ans et demi, est à l'origine du livre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va poser des questions et j'ai trouvé ça. Est-ce que tous les papas sont handicapés? Est-ce que des trucs comme ça? C'est normal. J'ai trouvé ça touchant que ce soit pour elle, que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que pour elle, c'est pas normal que les mecs soient valides. Une belle leçon de vie. Ouais, je pense. Tu vois comme quoi hein, on est bien peu de choses. Ada, on va revenir à la réalité côté France et puis de l'autre côté de la Méditerranée. On plaisante de la situation et tout, mais il y a quand même en France, il y a encore beaucoup de choses à faire pour faciliter l'accès des personnes qu'on appelle pudiquement à mobilité réduite, même s'il y a une loi qui a été votée et qui a du mal à se mettre en place. Est-ce que tu Beaucoup de penses mal, oui. Oui. Tu le vis toi au quotidien? Tu l'évoquais Alors, tout à avant de commencer là-dessus, comme tu le dis très l'heure. justement, je vais souvent en Algérie. Donc, il faut savoir que quand même, on a une chance inouïe de vivre en France. Tu vois, enfin, moi, je le considère comme ça, et que quand même, il y a de belles choses qui sont faites. Ça, ceci étant dit, effectivement, je réalise, ben oui, quand je prends le métro, qu'il y a des escaliers partout, ben là, on parlait tout à l'heure d'handicap et d'âge, ben voilà, il y a 10 ans, je ne me posais pas la question, mais ça devait être compliqué. Je suis à un âge où je suis obligé de penser mon parcours par rapport aux marches et aux escaliers. Je suis prêt à m'arrêter 2 arrêts plus tard en tram parce qu'il y a moins d'escaliers. De ne pas descendre à tel arrêt de métro parce qu'il y a des escaliers ou à tel endroit. Oui, je suis obligé de raisonner comme ça et ça prouve donc si moi je suis obligé de raisonner comme ça veut dire que l'univers qui m'entoure n'est pas adapté, ne s'est pas adapté à moi, mais que c'est moi qui suis en train de m'adapter à lui.
Et c'est dommage parce que je pensais que les espaces communs devaient s'adapter aux gens qui les utilisent et non pas l'inverse. Donc ça veut dire qu'il y a encore un petit problème. Et tu vois, je pense que ça changera. Aucune loi au monde ne changera ça. Mais ce qui pourra changer ça, c'est la visibilité. Plus on nous voit, moins on nous voit. Plus on est dans l'espace public, plus l'espace public sera adapté, plus les gens qui font cet espace public le feront aussi pour nous parce qu'ils nous auront vus et qu'on existe. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, à part Vestiaire, il n'y a pas grand-chose qui montre le handicap à la télé. Comment tu veux que l'enfant ou l'architecte qui rentre dans son bureau, qui fait des bâtiments, puisse imaginer qu'un jour des gens en fauteuil roulant vont venir chez lui? S'il ne les voit pas au quotidien, il ne pourra jamais imaginer la vie avec eux. Donc moi, mon truc, c'est surtout la priorité, c'est la visibilité. Et ça, je suis content parce que je partage ça avec Philippe Croizon. Philippe Croizon dit toujours, quoi qu'on dise sur nous, on s'en fout, ce qui compte, c'est qu'on parle de nous. Et c'est mon autre grand maître, Philippe Croizon. Oui, et tu disais effectivement, sans stigmatiser le pays dont nous sommes tous les deux originaires, en Algérie, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais il y a l'humain là-bas. Attention, il y a l'humain, et on est dans un truc qui est... il compense énormément. Par exemple, moi, quand je prends le bus en Algérie, ça me fait beaucoup rire, à Oran, c'est que le receveur, il décide. Il décide qu'aujourd'hui, les handicapés ne payent pas. Donc, il me rembourse. Et d'autres qui me disent, il faut payer, mon frère, tu vois. C'est ton accompagnateur qui ne paye pas. Et d'autres qui me disent rien. C'est très, très étonnant. D'autres qui vont vider un bus pour que je m'assoie. Et d'autres qui me laissent debout. Et je trouve ça super. C'est ça la vie, en fait. Mais tu sais, on parlait de loi, Samia. Mais c'est important, ça. Moi, je me souviens d'une année, on était allé à Strasbourg avec mon club, on était en compétition. Et on voulait aller fêter ça dans un restaurant parce qu'on avait gagné pas mal de médailles. Et il y avait des marches dans ce restaurant et on avait 2 fauteuils avec nous. Et les serveurs ont dit, non, mais oh, vous allez où là? Bon, on leur a dit, on voulait rentrer, mais il n'y a pas de place. Et puis, il y a des marches. Oh, vous inquiétez pas, on vous porte. Et ils ont porté on les voyait à la queue leu porter les fauteuils, tout débarrassé, ils nous ont vidé la moitié du restaurant pour nous. Il faut continuer les lois ne remplaceront jamais les hommes, je pense, les êtres humains. C'est important qu'on continue à s'entraider entre nous, quoi. Tu vois, ça revient à une question que me posait une jeune fille là, samedi dernier. C'est est-ce que quand on a envie d'aider une personne handicapée, est-ce qu'il faut y aller? Et je lui dis oui. Si on n'a pas besoin, on vous dira c'est pas la peine, merci. Mais c'est bien que moi, je trouve ça, moi ça me touche toujours que les gens veulent m'aider. Il y a un sourire. Un sourire, c'est gratuit aussi. Eh bien, bien sûr, tout à fait. Ada, je vais te poser peut-être ce qui sera ma dernière question. Bon, il y a beaucoup d'Abdelli en Kabylie, mais tu n'es pas kabyle. Par contre, tu parles quelques mots de kabyle. Et ça, on le découvre en lisant avec beaucoup de bonheur ton livre Comme sur des roulettes. Alors, dis-moi quelques mots en kabyle que tous les kabylophones vont comprendre. Écoute, je peux vivre en Kabylie parce que je sais dire Aïma, Aouit Tesserot, qui veut dire maman, donne-moi les clés. On peut raconter l'anecdote sans trahir. Oui, bien sûr. Mon ami d'enfance, c'était Kabyle, on était dans le même bâtiment, il s'appelle Belaïd, et à l'époque, on est dans les années 70 à Marseille, voilà, autant les Européens en face, ils avaient des ouvre-portes, nous, c'était encore à l'algérienne, donc pour ouvrir la porte d'en bas, il fallait appeler sa mère du dernier étage, pour qu'elle lui envoie la clé pour ouvrir en bas. Et donc, il appelait sa mère, Aïma, Aouit Tesserot, qui voulait dire, maman, donne-moi les clés, et voilà, j'ai appris cette phrase, comme j'avais appris un peu de comorien, j'ai oublié un peu, mais je savais dire bonjour, comment ça va en comorien. Tu te sortiras de toutes les situations. Je sais vivre je pense, ouais. Je vais vous dire, Karpoujivaïté en russe, ça veut dire comment vas-tu? La manière dont c'est polyglotte. Ada, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, sincèrement? Ça continue. Ne change pas. Et puis bon, voilà quoi. Pour nous tous, et puis bon, il ne faut pas oublier une chose qui est capitale, et il ne faut pas croire au temps et tout, mais le monde, si on le veut, il faut aller le chercher, sinon il ne vient pas tout seul. Ne vous endormez pas sur vos lauriers, quoi. Et puis surtout, je le dis, et un jour, j'ai sorti en rigolant, et un gars m'a dit, c'est hyper important ce que tu dis, il faut le répéter souvent. N'oubliez pas d'être heureux. On peut l'oublier. La vie, il y a tellement de choses à faire qu'on pourrait oublier d'être heureux. Alors, ma dernière question. C'est ce que j'ai fait ce matin. Oui. Ce matin, j'étais en retard. J'ai amené ma fille à l'école juste à l'heure, mais je savais que j'allais être en retard au bureau. Je te le dis, hein, si mon patron m'écoute, je vais être viré. Et j'ai couru pour aller au bureau. Et puis, je me suis dit, il fait beau. Je me suis arrêté à un bar, j'ai bu un café.
Le C'est ça, bonheur n'oubliez pas d'être heureux. C'est que la vie, des fois, elle peut vous surprendre et elle peut vous happer comme ça, mais n'oubliez pas de happer certains moments de la vie, quoi. un beau message de sagesse, monsieur Abdelli. Merci, Madame Arabe. Ah. J'ai souhaité en tout cas, écoute, qu'on se revoit bientôt. Ben, j'espère, tu sais que j'ai une anecdote, c'est qu'un jour, mais non, c'est à toi que je vais envoyer le message. Je t'attendais un soir, tu devais venir à une représentation, tu n'as pas pu venir. Rachid non plus ce jour-là. Et j'ai écrit à Rachid, dommage, il n'y aura pas d'arabe dans la salle ce soir. Ben, moi, Donc il a réagi pareil. Il m'a dit non, il y aura toi. Merci beaucoup, Samia. Un grand bonjour à tout le monde et puis à très vite, j'espère. Tu avais un message personnel à Rachid Arabe dont on a bien compris qu'effectivement que c'était. Il me manque, Rachid. Oui. Non, mais je voudrais que il n'oublie pas qu'il a été la voix, il a ouvert la voie pour beaucoup de monde. Je suis aussi là parce qu'il y a eu Rachid dans ma vie. Et on avait écrit un texte avec Fabrice et Joseph Chovanec. C'était sur nous sommes composés de la somme des gens que nous rencontrons. Je le crois profondément. Il l'entendra. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut Ada. Merci. Salut, merci beaucoup.